Généralement, quand vous parlez de l'administration congolaise, ça se limite à la Gombe, où les gens vendent des papiers, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout. Il y a des coins de la République, vous ne trouvez même pas un policier. Bonjour à tous, chers internautes, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ces 10 minutes d'émission en compagnie de notre invité permanent. Il s'appelle Freddy Mulumba, il est directeur général adjoint de la RTNC, politologue, journaliste, écrivain. Avec lui, nous allons parler de l'actualité comme nous avons l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, l'actualité est dominée par les dernières ordonnances du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces ordonnances axées surtout sur le secteur de l'armée, mais aussi dans le secteur judiciaire. Cela marque une volonté de pouvoir donner un nouveau souffle à l'État congolais. Mais, Freddy Mulumba, il y a quand même un secteur qui a été oublié, c'est celui de l'administration. L'administration congolaise traîne encore les tares de l'époque coloniale. Oui, je pense donc que ce que le président Tshisekedi a fait, c'est ce qui est normal. Vous savez, pour qu'un État fonctionne, il y a 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est l'armée. Le deuxième pilier, c'est la justice. Le troisième pilier, c'est l'administration. Je commence par l'armée. Vous savez, Mao disait, si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. Donc l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un État. Parce que sans armée, il n'y a pas d'État. Donc l'armée est là pour sauvegarder nos intérêts, notre indépendance, notre souveraineté, mais aussi nos richesses. Et cette armée qu'on a connue depuis que Mouzé l'avait mise en place a connu certaines modifications. Je pense qu'il était normal. Vu aussi la situation qui se passe à l'est du pays, ça fait plus de 20-25 ans que la situation ne semble pas marcher. Il fallait quand même s'interroger qu'est-ce qui ne va pas et revoir un peu certaines choses au niveau de l'armée. Parce que si on a une armée forte, on peut mettre fin à cette guerre-là. Je pense que cette réforme, c'est dans ce sens-là. Le deuxième élément important pour un État, c'est la justice. La justice est là pour essayer de rendre la paix sociale. Ça signifie qu'il est capable de réguler quand il y a des conflits, comment il faut les résoudre. Et au bout de compte, c'est la justice qui permet que la paix s'installe dans les pays. Donc, que l'État fonctionne. Le troisième élément qui reste d'abord, qui n'a pas encore été touché, c'est l'administration. Là où c'est capital. Parce que s'il y a une armée, il y a un État, il n'y a pas d'administration, l'État n'existe pas. Et vous allez voir, vous prenez des décisions à Kinshasa, à l'intérieur, personne ne connaît. Généralement, quand vous parlez de l'administration congolaise, ça se limite à la Gombe, où les gens vendent des papiers, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout. Il y a des coins de la République, vous ne trouvez même pas un policier, vous ne trouvez même pas un juge, vous ne trouvez même pas des militaires. Donc il y a des coins qui nous échappent. Donc il faut faire vite pour remettre en place l'administration qui va permettre de mettre en contact entre l'administré ou bien entre les gouvernés et les gouvernants. Donc c'est l'administration qui fait ça. C'est en dehors de jeux politiques. Ce sont des piliers qui transcendent le régime politique. Donc sans ces 3 piliers, il n'y a pas possibilité d'avoir un État de droit et d'avoir un État moderne. Et surtout que le président Tshisekedi a tenu beaucoup plus à ce que son papa disait toujours, l'État des droits. Et le peuple d'abord, je pense que ces réformes répondent à cela. Mais il faut aller plus loin parce que ce qui va rester, c'est la qualité de ceux qui vont administrer, ceux qui vont gérer l'armée, ceux qui vont gérer la justice. Oui. Donc il y a un travail au niveau des ressources humaines qu'il faut encore faire. Justement, c'est ça la question. L'administration, c'est le socle, c'est le soubassement dans un État. Mais notre administration requiert aujourd'hui une dose de modernisation. Comme je l'ai dit d'entrée, c'est une administration héritée de l'époque coloniale, alors que ailleurs, c'est la modernisation, c'est l'informatisation, il y a le monde numérique aussi, qui joue un très grand rôle.
Comment aujourd'hui faire en sorte que notre administration soit véritablement à la hauteur des administrations, des enjeux, même des enjeux nationaux et internationaux? Adam, chaque fois quand je parle, toujours, il faut que je rappelle à l'histoire. Depuis que le Congo existe, en 1885, on a connu deux États. L'État colonial, qui a été construit par Léopold II, et qui a été, comment dirais-je, en 1885 à 1908, Léopold II a mis en place son État. Il a fait un génocide contre les Congolais. Il n'a pas respecté les accords de Berlin. On a ravi l'État de Léopold II, donc l'État indépendant du Congo. On a annexé à la Belgique. C'est devenu colonie belge. Et cette forme de l'État, je dirais un peu colonial, qui n'avait pas de racines dans la société, qui était contre la société, s'est effondrée avec le départ de Belge, avec l'indépendance. Donc on a connu une période vide de 60 à 65. C'était une période de troubles, de désordres, de sécession, de rébellion. En 65, Mobutu fait un coup d'État. Il construit le deuxième État, ce qu'on appelle l'État patrimonial. Cet État patrimonial est arrivé à la fin avec l'arrivée de l'AFDEL, qui est venu achever. Et les deux États ont été beaucoup plus expliqués ou bien analysés par un professeur américain qui est décédé, Crawford Young. Il a publié les premiers livres, c'est Introduction à la politique congolaise, ça c'est en français, mais en anglais c'est Politics in Congo, qui retrace la période de 1885 jusqu'à 1960. Et puis ils ont publié un deuxième livre avec Crawford Young, avec Thomas Turner, The Rise and Decline of the State, pour analyser la partie l'état patrimonial de Mobutu. Donc actuellement, je dirais nous sommes dans un vide étatique. Parce que quand l'AFDEL est arrivé, il y avait déjà un vide. Maintenant, on tente de refonder, de réinventer notre État. Maintenant, le problème et la crainte qu'on a, nous risquons de reproduire le modèle colonial, où l'État est contre le peuple, où l'État travaille pour les intérêts étrangers. Donc, il faudrait maintenant, au niveau du Congolais, qu'on repense tout, qu'on réinvente tout. Ce sont des Congolais qui doivent réfléchir aujourd'hui. Quel modèle d'État il nous faut? Ça signifie qu'il faut aller dans notre histoire, voir comment les empires fonctionnaient. Parce qu'on a quand même l'État Congo, qu'on appelle le Rem Congo. Vous avez aujourd'hui l'État Lunda, qu'on appelle l'Empire Lunda. Et puis le Cuba. On va étudier leur mode de fonctionnement. On va moderniser en empruntant les choses ou bien la manière dont les autres États fonctionnent à l'extérieur. On peut emprunter certains modèles, certaines choses dans l'occidental. Parce que quand je les parle, c'est parce que la Chine l'a fait. La Chine a connu presque la même situation que nous. Et comment est-ce que Mao, avec ses amis, ont reconstruit l'État chinois? Ils sont partis se ressourcer dans leur histoire de dynastie. Donc la manière où la Chine fonctionne aujourd'hui, c'est un modèle, pas calqué, mais inspiré de l'empire, de dynastie, de l'empire chinois, où les chefs, les présidents représentent, on dit, il a un mandat du ciel. C'est ça la culture. Comme vous voyez Xi Jinping là-bas, dans l'imaginaire chinois, Xi Jinping représente, il a eu un mandat du ciel. Donc, s'il n'est plus capable de rendre son peuple heureux, le peuple est obligé de les chasser. C'est comme ça dans l'imaginaire chinois. Et moi, j'ai dit, si nous voulons nous en sortir, ne pas copier aveuglément l'Occident, parce que la Chine a essayé un peu de s'inspirer du modèle occidental, et surtout le marxisme qu'il a essayé un peu de cyniser. Donc, le marxisme qui est en Chine est différent du marxisme qu'on a utilisé en Union soviétique. Donc il faudrait aussi qu'on fasse ce travail-là, qu'on voie comment nos empires fonctionnaient, et puis qu'on voie qu'est-ce qu'on peut s'inspirer des autres, et qu'on modernise ça. Mais qui doit faire ce travail? Qui doit, justement, on tend vers la fin, qui doit faire ce travail de pouvoir aller jeter un regard en arrière pour voir comment est-ce que nos empires travaillaient, nos empires fonctionnaient, surtout que dans notre État, les philosophes, les historiens, ce sont des personnes qu'on écarte même de la gestion de l'État. Oui. Moi, je dis, regardez là où tous les pays ont réussi, là où il y a de grandes puissances, là où il y a du succès, c'est lié à la qualité de l'élite.
les Chinois, pour accéder au poste politique ou bien au poste administratif, vous passez un examen. Donc, on sélectionne les meilleurs. Ce n'est pas n'importe qui peut faire partie du Parti communiste chinois. Vous partez en Allemagne. L'Allemagne, c'est un État organisé. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui devient élite. Il y a quand même des critères pour accéder. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut gérer la chose publique. Vous prendrez la Corée du Sud, vous prendrez même l'Amérique, ce n'est pas n'importe qui. Il y a toujours une sélection. Donc, si nous voulons aujourd'hui que demain, que les choses marchent, nous devons procéder par la sélection des meilleurs d'entre nous, des élites qui doivent animer la société, qui doivent animer cet État-là. C'est vrai, on a connu des ruptures, on a connu un passé douloureux avec la colonisation. Maintenant, nous devons tirer les leçons de l'histoire. Que faire pour avoir les meilleurs qui peuvent rendre notre peuple heureux, le Congo puissant, une Afrique puissante, parce qu'il faut qu'on comprenne, si aujourd'hui vous avez des États modernes dans toute l'Afrique qui ne dépendent pas des individus, on peut arriver à créer, à construire les États-Unis d'Afrique qui vont peser face à l'Union européenne, face aux États-Unis d'Amérique, face à la Chine, face à la Russie. Mais tant qu'on a des petits États là, on n'a pas de chance. Donc pensez que parce que je suis congolais, je suis président congolais, j'ai 400 millions d'habitants, et quand vous êtes devant Xi Jinping qui a 1,4 milliard, vous pesez quoi? Vous ne pesez pas. Donc nous serons forts quand l'Afrique sera les États-Unis d'Afrique. Voilà, cette émission vous offre un regard nouveau, un regard scientifique des problèmes qui s'opposent non seulement au sein de la RDC, mais aussi au sein du continent africain, sans parti pris, mais avec lucidité, avec beaucoup d'intelligence, de réflexion approfondie. Nous faisons des propositions dans le cadre de ces 10 minutes d'émission de manière assez régulière. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos encouragements. À la prochaine. Bonjour à tous. Le monde a appelé ce contexte de guerre du 2 août 1998 la seconde guerre de la RDC, une guerre qui a sévi dans l'est du pays avec les Banyamulenge, mais aussi les armées qui avaient porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et cela a créé plusieurs déplacés, mais aussi a fait 183 000 morts dans la partie est du pays. On en parle aujourd'hui avec Freddy Mulumba. Et ce contexte de guerre nous a rappelé ce matin même le Conseil des ministres du gouvernement Ilunkamba qui a parlé de M23 qui continue à sévir et qui sont de retour dans la partie est du pays. On en parle avec Freddy Mulumba Kabouaï, directeur général adjoint de la RTNC, écrivain, politologue, mais aussi journaliste. Freddy, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes suivi par des milliers d'internautes et aujourd'hui, on va parler de la guerre dans la partie est du pays et ça nous rappelle le contexte du 2 août 1998. Et là, le monde entier avait parlé d'une seconde grande guerre dans l'est du pays. Vous en avez gardé quelques souvenirs? Oui, je pense qu'il faut rappeler l'histoire. Hein. C'est important parce qu'on a l'impression qu'à Kinshasa, on commence à oublier. Les 2 août, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la guerre de l'AFDEL, il y avait un problème entre Laurent Désiré Kabila qui n'acceptait plus la tutelle rwandaise et ougandaise. Et ça a poussé les Rwandais, les troupes rwandaises et rwandaises, d'abord tenter un coup d'État. Le coup d'État a été déjoué par un Kadogo, c'était James Kabarebe lui-même. Et Mzee Laurent Kabila a décidé de les chasser. C'était vers le 27 juillet. Et ces jours-là, il y a eu des avions qui ont quitté Kinshasa avec beaucoup de Rwandais. Ils sont partis, on devrait les déposer au Rwanda. Mais curieusement, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis au Rwanda. C'était à Goma. Et de Goma, ils ont pris des avions pour faire un coup, donc comme des Rambo, quoi, comme les Israéliens le font.
Ils ont pris des avions jusqu'au Bas-Congo. À Kitona. À Kitona, oui. Ouais. Ils ont commencé à monter jusqu'à Kinshasa. Yams Kabaré avec les commandos. Heureusement que Musée a parlé au peuple, a lancé un mot d'ordre. Et ces jours-là, c'est le peuple congolais qui a barré la route. Cette deuxième rébellion, avant que les troupes zimbabwéennes et namibiennes et angolaises entrent en danse. Donc, c'est ça la signification des août. Mais il faut aujourd'hui, 22 ans après, l'IRCD Goma s'est transformé en plusieurs fractions rebelles. Donc, à cause de l'IRCD Goma, il y a eu comment on appelle ici, CNDP, avec Kunda. CNDP négocie, il entre au gouvernement, on fait les mixages et brassages, il y a M23 qui apparaît. Mais dans tout ça, je pense que c'est bien résumé dans les rapports des Nations Unies, des experts de 2012. Que dit les rapports? Pour comprendre ce qui se passe réellement, pourquoi cette guerre dure. Les rapports disent ceci. Les groupes d'experts estiment que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Ça, ce sont les experts des Nations Unies qui le disent en 2012. Mais il y a un rapport annexe. Que dit le rapport annexe? Le rapport annexe parle de réunions convoquées par les troupes, donc les forces armées rwandaises, FRD. On parle d'un certain, c'est Koko, qui s'est présenté comme un représentant de Kaberebe et a relayé les messages que le gouvernement rwandais soutient les M23, dont la nouvelle guerre a pour objectif d'obtenir la sécession de deux Kivu. Ça fait combien? 22 ans. 22 ans. Donc, ils sont en train de poursuivre leur manière de travailler jusqu'à ce que les deux Kivu que ça soit contrôlé par le Rwanda. C'est ça l'enjeu. Donc, ce qu'il faut que les Congolais comprennent, que cette guerre qui a été maîtrisée, donc, qui a été reprise par M23, et aujourd'hui on parle d'M23. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Mais si cette guerre, on l'a gagnée, le Congo l'a gagnée, c'est parce qu'il y a eu des pressions diplomatiques. Il faut aussi dire que cette guerre d'M23 que le Congo a gagnée, c'est aussi grâce à la diplomatie menée par le président Kabila et le gouvernement d'antan auprès de l'État américain et auprès des Britanniques. Parce qu'il a fallu l'intervention personnelle de John Kerry, secrétaire d'État américain, et William Hague, les affaires étrangères britanniques, qui ont appelé M. Kagame de récupérer ses troupes. C'est ainsi que notre armée s'est engagée et on a mis M23 hors d'état de nuire. Vous comprenez que ce ne sont pas des Rwandais qui font la guerre, on utilise les Rwandais pour faire la guerre, mais les patrons sont ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Obama arrive au pouvoir. Il faut rappeler ici que le M23, Kagame a eu un grand soutien auprès de Susan Rice, qui était aux Nations Unies. Il y a un article qui est sorti le 29/7/2020 dans le journal américain Foreign Policy. Dans cet article, on explique que c'est possible que Madame Susan Rice devienne le colissier ou la colissière du candidat président John Biden. Donc, si demain ça passe, donc elle sera vice-présidente des États-Unis d'Amérique, si on pouvait la prendre. Mais dans l'article de Foreign Office, il y a eu une certaine critique. On reproche à Mme Rice d'abord qu'elle avait retardé les rapports des experts en 2012 pour qu'on puisse les publier. Et dans ces rapports, quand elle était au sein des Nations Unies, ambassadrice, elle a évité de lier les groupes M23 au Rwanda et à Kagame. Donc c'est pour vous expliquer les liens. Si par hasard,
John Biden gagne les élections avec son Rice comme vice-présidente, il faut déjà se préparer au pire. Voilà ce qui peut expliquer les manœuvres de M23. Ils font des calculs par rapport aux élections américaines. Donc si Trump est battu et John Biden prend le pouvoir, donc M23 va revenir parce que derrière M23, il y a tous les globalistes du monde. Ce qui était à la base de la guerre LAFDEL. Mais et ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le M23 travaille plus avec les démocrates que les républicains. Non, il travaille beaucoup plus, bien sûr, bien entendu les démocrates, mais beaucoup plus avec les globalistes. Parce qu'avec le président Trump, ils n'ont pas pu se mettre en action. Je pense que Trump a changé la politique américaine. Et voilà pourquoi il faut que les Congolais fassent un choix. Parce que ceux qui sont à la base de la guerre LAFDEL, ce n'est pas l'État américain. Donc on peut dire que c'était Clinton, mais derrière c'était des multinationales, ce qu'on appelle des acteurs non étatiques, qui étaient à la base de la guerre. Trump vient d'arrêter. Donc si nous voulons que demain, que cette guerre termine, il faut une alliance stratégique avec les Américains. Je dis, quand je dis américain, l'État américain, qu'on discute carte sur table. Où sont nos intérêts? Où sont les intérêts américains? Comme ça, on nous met l'ordre à l'Est. On n'a pas d'autre choix. Donc, il n'y a que l'État américain, l'armée américaine, qui peut nous aider à mettre l'ordre à l'Est du Congo. Parce que ceux qui sont sur place, ce sont les multinationales américaines, que je n'ai pas appelé les globalistes, qui soutiennent le Rwanda et l'Ouganda et le M23. Donc, on ne voulait pas chercher une autre puissance pour contrecarrer. Ça va nous coûter trop cher. On prend l'armée américaine. Nous signons des accords très clairs, stratégiques, et puis nous leur demandons de mettre l'ordre à l'Est. On n'a pas d'autre choix. La menace est claire aujourd'hui. Le gouvernement, donc la voix officielle de l'RDC, parle du mouvement de M23 qui est en gestation, qui veut reprendre ou qui commence à sévir dans la partie est du pays. Peut-on dire qu'ils sont déjà financés par les globalistes, comme vous le dites? Peut-on dire qu'il y a déjà des signaux qui montrent que les globalistes n'ont pas abandonné le M23, qui veulent relancer ce mouvement? Ils veulent relancer si Biden passe comme président en Amérique. Si Trump échouait, comme ça, ils sont sûrs qu'ils vont continuer avec leurs projets. Voilà pourquoi ils font des manœuvres. Ça va leur permettre de négocier avec les pouvoirs en place. C'est comme ça, c'est une technique qu'ils ont mise en place depuis 1998. On fait la guerre, on négocie, on infiltre les militaires, brassage, mixage, et puis après, quand ça ne marche pas, on fait la guerre, on négocie, on va encore aussi brassage, mixage. Après, toujours comme ça c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. Jusqu'à ce que vous vous fatiguez et demain vous dites non, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le Congo. Donc il faut que les Congolais comprennent ça. La solution maintenant. Vous avez esquissé un début de solution en parlant de signer des accords avec l'armée américaine, mais au-delà de ça, quelle est la solution pour que aujourd'hui l'Est du pays soit totalement pacifié? Oui, mais j'ai toujours dit, il faudrait qu'il y ait de l'ordre à Kinshasa, dans les partis politiques, dans l'armée, dans les médias. Soit très clair. Est-il normal qu'on tue les gens à l'Est, à Nuturi, et à Kinshasa, les gens sont dans des débats inutiles? C'est une diversion. Il faudrait qu'on soit très attentif. Et les jours où il y aura des élites lucides qui aiment ces pays, qui vont mettre la carte sur table, cette guerre va terminer. Mais le problème est que si les Américains peuvent le faire, ils viennent à Kinshasa, il y a des complices. Ils vont faire comment? Donc commençons par mettre tous les complices hors d'état de nuire. On n'a pas d'autre choix. C'est ça la seule solution. Pour le moment, la chance que nous avons, les Américains, les États-Unis d'Amérique, a mis le Congo au centre des enjeux. Donc, le Congo est important aujourd'hui pour les Américains. Mais il faudrait que les États congolais comprennent qu'il faut se battre pour défendre les intérêts du Congo. Donc, la difficulté, c'est le leadership en face des Américains. Et maintenant, je pense qu'il y a quand même déjà un début. Il a commencé maintenant, il faudrait dynamiser toutes les élites politiques, intellectuelles, médiatiques, religieuses, qui parlent très clairement. Si ces élites ne parlent pas de toute façon, ça ne va pas marcher, on ne pourra pas couper le Congo, ça sera un échec. Mais ceux qui n'auront pas fait du travail seront jetés dans la poubelle.
l'histoire. Merci beaucoup pour non seulement le rapport et le rappel historique que vous avez fait, qui nous a permis de nous replonger dans ce qui s'est passé dans l'Est du pays, mais aussi tout ce qui se manigance avec les globalistes, n'est-ce pas, et le risque de voir Joe Biden et Susan Rice à la tête de l'État américain. Vous nous avez ouvert les yeux. Merci aussi pour les solutions que vous avez proposées. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. On se retrouve la prochaine fois. Wana biso Kongo, 47 ans ya libanda.